Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Maître Antoine Gosset-Grainville. Bonjour Antoine. Bonjour Maya. Bienvenue sur ce podcast. Antoine, vous êtes expert en finance et en droit des affaires. Vous êtes également président du conseil d'administration d'AXA, en plus d'être avocat, fonction que vous exercez depuis avril 2022. Et vous êtes, bien évidemment, donc associé cofondateur du cabinet d'avocats d'affaires BDGS Associés, établi en 2013. Je suis ravie de vous recevoir sur notre podcast. Vous avez un profil un petit peu atypique. Je pense que ça va être super intéressant de le détailler. Et puis, première question, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir avocat? C'est une très bonne question. Merci de votre accueil d'abord. Avec plaisir. Donc, je suis devenu avocat assez tardivement en réalité par rapport à mes confrères, puisque j'avais déjà une dizaine d'années d'expérience professionnelle. J'ai prêté serment à 34 ans. Et c'est précisément cette première expérience professionnelle qui était plutôt dans la sphère économique et financière, à Paris et à Bruxelles en particulier à la Commission européenne, qui m'a donné envie de devenir avocat, parce que au cours de cette première expérience, j'ai été confronté à beaucoup de problématiques juridiques, en particulier dans le domaine de la concurrence, des grandes opérations de concentration qui à l'époque se mettait en place en Europe. Et lorsque on m'a approché pour me proposer, en l'occurrence le cabinet Gide, de prendre la responsabilité de son bureau de Bruxelles en devenant associé du cabinet, eh bien, je me suis dit que c'était une très belle opportunité de réorienter ainsi ma carrière dans cette direction. Donc, vous n'êtes pas passé par le statut de collaborateur ou de counsel, en fait. Vous avez directement été promu associé chez Gide, si je comprends bien. Alors, je suis rentré effectivement chez Gide très vite avec un statut qu'on appelait à l'époque associé local. D'accord. Puis associé mondial, c'était la terminologie de Gide un an après. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer, donc les premières, on va passer directement sur la partie avocat de votre carrière, parce que vous avez fait plein de choses avant, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la partie avocat. Comment s'est articulée, du coup, donc, cette première expérience chez Gide jusqu'à la création de votre cabinet, et qu'est-ce qui vous a donné envie de voler de vos propres ailes, si je puis dire? Alors, cette première expérience chez Gide m'a conforté dans l'idée que ce métier d'avocat était un magnifique métier. J'ai beaucoup aimé cette expérience, j'ai travaillé sur des dossiers passionnants. Et puis, quelques années après, j'ai été appelé par le jeu des circonstances. J'ai été appelé dans d'autres horizons professionnels. Et donc, je me suis omis du barreau à cette époque-là. Mais tout en m'omettant du barreau, j'avais gardé en tête l'idée de redevenir avocat lorsque les circonstances le permettraient. Et il se trouve que dans ma première expérience d'avocat, j'avais noué des liens très forts avec certains de mes confrères associés du cabinet. Et assez naturellement, nous nous sommes dit un jour que nous pourrions repartir ensemble pour une nouvelle aventure, mais cette fois-ci en créant un cabinet plutôt qu'en restant dans une très grande structure existante. Et c'est ce projet qui peu à peu s'est matérialisé et s'est confirmé pour la création du cabinet BDGS. D'accord. Et du coup, vous avez commencé en étant 4 associés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le cabinet a grossi, si je puis dire? Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes une 60aine d'avocats, si je ne m'abuse, et 10 personnes fonction support. Donc, comment est-ce que vous avez réussi à organiser tout ça? Et puis, si vous pouvez nous parler un petit peu aussi du modèle de votre cabinet qui est sur le droit de la concurrence principalement, il me semble. Alors, avant de grossir, le cabinet a dû naître. Bien sûr. Et cette naissance, elle a été précédée d'une période de gestation assez longue, au cours de laquelle nous avons fait un très gros travail ensemble, les 4 fondateurs de ce cabinet, pour en définir le modèle, le plan de développement, les objectifs et la composition, le positionnement sur le marché. Et une fois ce travail réalisé, nous nous sommes lancés. Donc effectivement, nous étions à l'époque 4 associés, accompagnés de 8 collaborateurs, puisque l'un des éléments de notre modèle, c'est précisément d'avoir un nombre de collaborateurs par associé très réduit, plus réduit que la moyenne des cabinets d'avocats à Paris,
Et donc, dès le départ, nous sommes partis sur la base de cet équilibre de 2 collaborateurs par associé. Et cet équilibre, nous l'avons maintenu jusqu'à présent et nous souhaitons le maintenir dans le futur, puisque nous sommes aujourd'hui 20 associés et une quarantaine de collaborateurs, ce qui reflète un développement assez linéaire du cabinet depuis le début, qui a progressé chaque année en termes de chiffre d'affaires et d'effectifs de manière relativement constante, donc un développement soutenu mais néanmoins maîtrisé, ce qui a facilité par ailleurs notre adaptation, l'adaptation de notre organisation pour nous assurer que notre modèle fonctionnait toujours de manière satisfaisante. Ça doit être drôlement bien pour vos collaborateurs d'avoir un associé qui leur est un petit peu dédié, ne serait-ce qu'en termes de montée en compétences, de formation, puisque c'est un sujet aussi que j'aime bien aborder dans les podcasts. C'est vrai que bon, on a toute la partie études lorsqu'on devient avocat, mais il y a des sujets qu'on ne nous apprend pas, comme le statut d'apporteur d'affaires, cet esprit entrepreneurial que vous avez l'air d'avoir eu avec vos 4 associés, mais aussi cet aspect management. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans votre cabinet ? Alors, c'est vrai que pour nos collaborateurs, ce qui est, je pense, très attractif lorsqu'ils rejoignent notre cabinet, c'est d'une part qu'ils travaillent en direct avec les associés. Il y a très peu pour ne pas dire pas de couche intermédiaire. Et d'autre part, qu'ils sont tout de suite exposés aux clients, puisque du fait de cette taille réduite, chaque dossier nécessite de travailler en direct avec les clients, de faire travailler l'ensemble de l'équipe en direct avec les clients. Donc, chacun des collaborateurs est tout de suite bien identifié, bien connu. Donc, c'est à la fois une très grande chance, c'est très formateur, c'est assez exigeant aussi pour nos collaborateurs. Ça exige un niveau de professionnalisme et d'excellence qui est assez élevé, mais nous essayons d'aider nos collaborateurs à progresser et à faire face à ces enjeux. Et qu'est-ce qui pour vous fait un bon collaborateur justement parce qu'on parle souvent de technique, mais est-ce qu'il y a d'autres en termes de recrutement, parce que quand on est associé, on peut aussi être amené à faire du recrutement, est-ce qu'il y a d'autres soft ou hard skills qui sont pour vous essentiels aujourd'hui ? Alors, les qualités du bon collaborateur et d'ailleurs les qualités du bon avocat de manière générale, je ne ferai pas une très grande différence entre le collaborateur et l'associé, même si l'associé a des responsabilités d'encadrement, évidemment, beaucoup plus importantes. Mais le bon avocat, c'est celui d'abord qui a une très bonne maîtrise technique de ces sujets, parce que le droit est une matière technique, et si on veut être pertinent, il faut bien maîtriser cette technique. Mais au-delà de cette compétence technique, il faut avoir effectivement des qualités additionnelles qui sont à la fois une grande disponibilité, bien sûr, des qualités humaines, savoir travailler en équipe, et puis quelque chose qui fait la spécificité de l'avocat, qui est de savoir se mettre à la place de son client. L'avocat, c'est celui qui est au service de son client, qui essaie de comprendre quelles sont ses interrogations, les risques auxquels il s'expose, et qui apporte les bonnes réponses pour aider le client à faire face à ces risques et aux enjeux auxquels il est confronté. L'avocat, il n'est pas là simplement pour rappeler les règles. Il a un rôle beaucoup plus important que celui-là. Tout à fait. Et est-ce que vous trouvez que vos diverses expériences que vous avez eues avant vous ont aidé dans la conception de ce cabinet et dans votre rôle d'associé ? Alors certainement, même si encore une fois la création et le développement de ce cabinet, c'est une aventure collective. Bien évidemment. Ça n'est pas une aventure individuelle. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'ayant eu la chance de travailler dans des environnements professionnels très différents, des grandes administrations financières à Paris et à Bruxelles, des grands établissements, une grande entreprise publique, en l'occurrence la Caisse des dépôts, où j'ai eu des responsabilités managériales assez importantes. Cette expérience, ces expériences supplémentaires, et ça vaut également d'ailleurs aujourd'hui encore avec les fonctions que j'exerce à la présidence d'AXA, oui, m'apporte certainement
une vue plus large et une confrontation aux enjeux du développement, de la gestion, des organisations qui est certainement utile. Oui, tout à fait. Je vous posais la question parce que parfois des avocats qui ont eu des expériences en entreprise et qui ensuite montent leur cabinet me disent que ça les a énormément aidés sur pas mal d'aspects d'avoir eu cette vision un peu plus corporate. Mais pour revenir à votre poste de président du conseil d'administration d'AXA, bon, concrètement, pourquoi avoir fait le choix d'avoir une activité qui vous prend certainement du temps en parallèle de votre activité d'associé? Et parlez-nous un petit peu de cette activité-là. Voilà. Alors, c'est un choix qui s'est assez largement imposé à moi, mais effectivement, on m'a proposé il y a quelques années d'exercer cette fonction. La condition que j'ai posée à ma réponse et à mon acceptation était de pouvoir poursuivre mon métier d'avocat. Et la réponse qui m'a été faite par les dirigeants d'AXA à l'époque et par le conseil d'administration était que précisément, c'était ça qui les intéressait. D'accord. Parce qu'ils souhaitaient que le président du conseil d'administration soit toujours investi dans la vie des affaires et une expérience, une compétence qui puisse être utile pour permettre au conseil de bien jouer son rôle. Donc, ayant eu cette assurance, j'ai accepté cette fonction qui me place dans une position assez originale par rapport à mes confrères. Tout à fait. Parce que je pense être probablement le premier avocat en France à exercer la présidence d'un grand groupe coté. Mais c'est une double expérience qu'il est extrêmement intéressant d'exercer, d'avoir. Pour mon métier d'avocat, le rôle que je joue chez AXA est extrêmement utile au sens où il me confronte à des problématiques de gouvernance, d'enjeux stratégiques qui sont... Bien sûr. Et de compréhension, là aussi, des attentes des entreprises qui sont évidemment très utiles pour moi. Je pense que pour AXA et son conseil d'administration, mon expertise juridique est également utile en un sens. Tout à fait, oui, j'en doute pas. Et bon, c'est quelque chose qui est public, le fait que vous soyez président du conseil d'administration d'AXA. Est-ce que vous trouvez que ça a pu jouer sur le développement de votre activité au sein du cabinet, puisque vous traitez avec de grands clients aussi qui sont connus? Est-ce que vous trouvez que ça a une répercussion positive sur la croissance de votre cabinet en ce qui vous concerne, en tout cas pour votre activité à vous? Je ne pense pas. D'accord. Je ne pense pas. Je crois vraiment que les rôles sont bien distincts. Oui. Il y a d'abord des règles de conflit d'intérêts extrêmement strictes qui ont été posées à la fois du côté de BDGS et du côté d'AXA. Oui, ça doit être bien encadré. Pour que je ne me retrouve jamais confronté à des situations dans lesquelles cette double casquette pourrait poser un problème. Et je pense que lorsque des entreprises sollicitent le cabinet BDGS ou me sollicitent plus personnellement, ça n'est pas en raison de cette fonction que j'exerce chez AXA qu'ils le font, c'est plutôt au titre de l'expertise juridique et le service et le conseil que je pourrais leur apporter. Bien sûr. Non, c'était plutôt, je pense bien effectivement qu'ils doivent faire la distinction, puisque bon, même moi je la fais, mais plutôt parce que ça peut peut-être donner confiance, cette polyvalence, justement, le fait d'avoir un poste d'associé qui est très prenant et à la fois une fonction aussi de gouvernance qui est dans un groupe coté, comme vous disiez, qui est très exigeant, mais ça m'intéressait à ce niveau-là. Et par rapport justement au développement du cabinet, est-ce que vous avez des velléités de croissance? Comment se passe le développement de BDGS? Alors, le développement, comme je vous l'ai dit il y a un instant, c'est un développement assez harmonieux et continu depuis la création du cabinet. Oui. Et c'est un rythme qui nous convient parfaitement parce qu'il n'est pas trop rapide et donc il nous permet d'adapter sans cesse notre fonctionnement et notre organisation à la taille du cabinet. Donc, notre objectif, c'est de poursuivre sur la même tendance dans les années qui viennent, c'est-à-dire un développement avec le moins d'à-coups possible, en fidélisant le plus possible nos clients. Il se trouve que le cabinet BDGS travaille beaucoup avec des grands groupes qui ont des sujets
juridiques récurrents et sans cesse de nouveaux problèmes, et donc qui sont amenés à nous solliciter de manière régulière. Et donc le meilleur développement possible, c'est de renforcer nos liens avec ces clients existants, d'être le plus possible dans leur intimité pour comprendre le mieux possible les problèmes auxquels ils sont confrontés et être aussi le plus efficace possible dans les réponses qu'on peut leur apporter. Je comprends. Et est-ce que vous vous considérez comme un avocat entrepreneur aujourd'hui dans le fait justement d'aller peut-être chercher de nouveaux clients, contribuer au rayonnement du cabinet, puisque comme je vous disais, c'est un podcast qui met vraiment en avant cet aspect-là. Est-ce que c'est une définition qui se prête selon vous, à votre profil? Alors, ayant participé à la création d'un cabinet d'avocats, par définition, presque mécaniquement, effectivement, je pense pouvoir être étiqueté comme un avocat entrepreneur, mais au même titre que beaucoup de mes confrères. Et au-delà de ça, je pense que tout associé dans un cabinet est un peu un avocat entrepreneur, parce que le développement commercial fait partie intrinsèque du métier de l'avocat. C'est une dimension qui est assez particulière, parce que le métier d'avocat, c'est un métier de profession libérale, c'est un métier qui peut même être assez individuel, voire individualiste. Et donc, le côté développement commercial, entrepreneur, peut paraître un peu antinomique avec cette dimension, mais c'est précisément cette contradiction apparente qu'il faut savoir dépasser pour ne jamais perdre de vue que le développement est l'une des conditions de la réussite d'un cabinet, que l'excellence est capitale, c'est la première des conditions, mais qu'elle n'est pas suffisante. Il faut aussi s'intéresser un peu au développement. C'est incroyable, j'adore avoir ce genre de retour sur un podcast, parce que je pense que c'est effectivement le message qu'on essaye de faire passer chez Anomia, et que je prends plaisir à entendre de la bouche d'avocat, parce que je pense que c'est vraiment très important. Et j'ai un dernier petit sujet à évoquer avec vous avant la fin de cet épisode, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez au sein du cabinet? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous penchez? Et si oui, dans quelle mesure est-ce que vous pensez l'intégrer? Alors, l'intelligence artificielle, c'est un développement technologique absolument majeur qui va impacter tous les milieux professionnels sans aucune exception. Et donc, il faut apprendre à vivre avec, il ne faut pas se cacher les yeux. Chez BDGS, ce que nous avons fait, c'est que nous avons décidé de mettre en place une petite structure interne composée à la fois d'associés et de collaborateurs. D'accord. Pour appréhender cette nouvelle dimension et voir de quelle manière l'utiliser le mieux possible à notre service. Pour moi, et en tout cas pour un cabinet qui a un positionnement comme celui de BDGS, l'intelligence artificielle, c'est certainement un outil d'aide à la décision extrêmement précieux, notamment pour les travaux de recherche, la réalisation de certaines synthèses, analyses. Ça ne pourra jamais être un substitut au travail de l'avocat, parce que ce qui fait, je le disais tout à l'heure, la spécificité de l'avocat, c'est la valeur ajoutée qu'il peut apporter à son client en se mettant à sa place. Il y a un côté médecin de famille chez l'avocat. Oui, la capacité d'empathie. Notamment de comprendre, d'écouter et d'apporter des solutions qui sont par nature spécifiques, particulières. Sur mesure. Voilà, sur mesure, exactement. C'est la bonne expression. Et l'intelligence artificielle ne pourra jamais être un médecin de famille. Oui. Donc oui, à l'utilisation de ces outils-là pour nous permettre d'être encore plus efficaces, encore plus rapides, mais jamais comme un substitut à notre activité. Tout à fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête, parce que c'est vrai que de ce qui ressort sur la profession d'avocat, c'est un métier qui est très exigeant, qui requiert beaucoup de technicité. Mais ce que j'entends aussi très régulièrement, c'est que l'humain est très important pour fidéliser, pour justement se mettre à la place de son client et comprendre ses enjeux. Et je pense que dans toute spécialité confondue, c'est essentiel. Mais garder cette image du médecin de famille, je trouve que c'est la plus fidèle à la réalité. C'est vrai, je suis totalement d'accord avec vous. Mais écoutez Antoine, merci beaucoup pour votre passage sur ce podcast. J'ai été ravie d'échanger avec vous.
Et merci pour vos retours, merci pour votre partage d'expérience. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour votre rôle de président au conseil d'administration, mais également pour la croissance de BDGS. Eh bien, merci beaucoup Maya et j'étais très heureux d'avoir cet échange avec vous. Moi également. Au revoir.